26 août 2015, bonjour à tous et bon réveil, ravi de vous retrouver sur i24 News, c'est l'heure de votre morning. On fait tout de suite le tour du sommaire de cette émission. La rentrée ne sera pas de tout repos pour François Hollande, une multitude de dossiers en cours, tant sur le plan intérieur qu'en politique étrangère, avec à l'horizon cette idée d'une rentrée de la dernière chance pour reconquérir les Français. Shanghai ouvre à la hausse ce matin et rassure les marchés. Une conséquence directe de la nouvelle baisse des taux d'intérêt décidée par la Banque centrale chinoise. Les bourses européennes reprenaient également des couleurs hier. Seul Wall Street finit sur une lourde chute à sa clôture. Bachar el-Assad ne rispostera pas au raid israélien mené la semaine dernière. C'est ce que le président syrien a laissé entendre dans une interview accordée à la chaîne Al-Manar du Hezbollah. Et que dit votre façon de vous maquiller sur votre travail? Maquillage et réussite professionnelle vont-ils de pair? Et encore quel genre de maquillage vous assure d'être prise au sérieux ou pas? On en reparle en fin d'édition. Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. En France, une dispute a tourné au drame hier. Un homme armé a ouvert le feu sur une aire occupée par une communauté de Roms. Bilan 4 personnes, dont un nourrisson et 3 blessés graves. Selon le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, le tireur présumé passablement ivre est entré dans le campement et a tué froidement un bébé de 6 mois, un homme d'une quarantaine d'années et sa belle-fille. On écoute tout de suite le ministre français de l'Intérieur. Je tiens à exprimer solennellement ma tristesse et ma compassion à l'égard de la famille qui a été décimée par ce tueur. Je tiens également à exprimer aux gendarmes qui se sont courageusement interposés pour éviter que ce drame ne soit plus grave encore, ma gratitude et mes remerciements pour le courage qui a été le leur. Cet événement montre une fois encore la bravoure et le rôle que jouent les forces de sécurité en exposant jusqu'à leur vie pour assurer celle des autres. Je veux aussi dire à la communauté des gens du voyage mon émotion que je partage avec la leur après ce drame où un bébé et une famille ont trouvé la mort. Voilà, on revient sur l'affaire du Thalys Ayoub El-Kazani, mis en détention provisoire hier après 4 jours de garde à vue pour tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Le procureur de la République de Paris a donc dévoilé plusieurs éléments dans cette enquête. Malgré les dénégations, Ayoub El-Kazani, des liens avec la mouvance djihadiste ont été mis en évidence. Julia Ganancien. Ses pieds nus, menottés et les yeux bandés, Ayoub El-Kazani est arrivé au palais de justice de Paris pour y être présenté à des juges antiterroristes. Le parquet de Paris a mis en examen le jeune homme de 25 ans et a ouvert une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat en relation avec une entreprise individuelle ou collectif terroriste. Titulaire d'une carte de résident espagnol, il vivait à Algeciras où il fréquentait assidûment la mosquée Taqwa, connue pour son prosélytisme radical, et dans laquelle son frère exerçait les fonctions de trésorier. À Bruxelles, la police a mené 2 perquisitions pour tenter de déterminer les lieux de séjour d'Ayoub El-Kazani. Ces perquisitions ont été menées chez la sœur du suspect ainsi que chez un ami à lui où il aurait résidé plusieurs jours. De son côté, le djihadiste présumé réfute tout acte terroriste. La Kalachnikov, il l'aurait trouvée par hasard dans un jardin près de la gare de Bruxelles. Son projet, menacer les voyageurs pour les détrousser. Des déclarations qui n'ont pas convaincu les enquêteurs, confortées par l'exploitation de son téléphone portable qui a permis d'établir qu'il avait consulté une vidéo de chant djihadiste vendredi avant de monter à bord du Thalys. Ayoub El-Kazani avait visionné, alors qu'il se trouvait déjà à bord du train Thalys, un fichier audio YouTube dans lequel un individu exhortait ses fidèles au combat et à la prise des armes au nom du prophète. Lors d'un discours devant les ambassadeurs français réunis à Paris, le président François Hollande estime que l'attaque ratée doit inciter la France à se préparer à d'autres attentats. Entre la question d'éventuels complices ou de commanditaires, les enquêteurs s'évertuent à reconstituer le parcours sinueux du jeune Marocain. Un séjour en France est désormais attesté. L'opérateur de téléphone mobile Lyca Mobile a confirmé avoir employé El-Kazani de février à avril 2014 avant de se séparer de lui car ses papiers ne lui permettaient pas de travailler dans le pays.
Le 10 mai 2015, Ayoub El-Kazani a été repéré à Berlin, d'où il s'est envolé pour la Turquie. Ce voyage pose la question d'un passage vers les zones de Syrie sous contrôle de l'organisation État islamique. Voilà, on parle encore de terrorisme avec ce mode de recrutement très particulier du groupe État islamique, Mathias. Oui, Éléonore, un mode particulier, un mode traditionnel de recrutement. On est dans le recrutement traditionnel, le recrutement cybernétique également. Tout est bon pour être recruté, quelle que soit la personne, mais en même temps, il y a des profils types. Aujourd'hui, l'État islamique a bien compris qu'il y a également, il faut le dire, un délit de faciès, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le faciès est scruté par les fichiers et par les hommes qui sont passés aux frontières. Et donc, il faut recruter des personnes types. Et quelle est la personne type? Eh bien, c'est une personne de type européenne, de type caucasienne en anglais, et avec des yeux clairs, mais qui est également d'un teint foncé. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni de reconnaissance maghrébine ou de renaissance musulmane, ni européenne, et donc il est passe-partout. Et il peut passer entre les mailles du filet. Bien évidemment, les derniers djihadistes qui ont frappé en France ne sont pas de ce type-là. Ils ont été recrutés principalement dans les cités. Voilà pourquoi ils ne sont pas représentatifs du nouveau type de recrutement. Alors, ces méthodes ressemblent de plus en plus aux méthodes des sectes. C'est une secte. Concrètement, c'est une secte puisqu'il y a la personne qui décide de la manière dont on va recruter, le gourou, et ensuite les fiefs, ces sujets qui vont être chargés de recruter via les ordinateurs, via les cités, et notamment en France, dans des cités de la grande banlieue parisienne, eh bien, les personnes sont piochées parmi les communautés les plus pauvres et sont celles qui sont les plus susceptibles d'être embrigadées. Voilà pourquoi on retrouve des personnes qui n'avaient rien à voir avec ce milieu-là en Syrie ou en Irak. Alors, vouloir tout recruter tout le temps et partout, le groupe l'État islamique s'est fait piéger il n'y a pas longtemps. Oui, c'est une histoire assez peu banale parce que 3 jeunes filles, 3 majeures tchétchènes, eh bien, ont été recrutées, en tout cas ont tenté d'être recrutées par un recruteur tchétchène, et à partir de ce moment-là, elles n'avaient rien à voir avec le djihadisme, Éléonore, et elles ont senti le bon coup, c'est-à-dire $3 500 par personne. C'était le prix du billet d'un séjour via la Turquie vers la Syrie. À partir de ce moment-là, elles ont donné de fausses images, de fausses photos d'elles, d'un faux compte. Elles ont fermé le compte, elles ont pris l'argent. Malheureusement, cette belle histoire finit mal parce qu'elles ont été tout simplement... ce virement a alerté la police tchétchène qu'il y avait un virement de la Syrie vers la Tchétchénie. Elles ont été arrêtées, écoutez bien, pour escroquerie. Donc finalement, il ne faut pas bien escroquer non plus l'État islamique. Merci beaucoup, Mathias Inbar. Et à quelques jours de l'attaque contre le train Thalys, François Hollande a bien sûr évoqué la menace terroriste. On l'écoute tout de suite. Mais la planète, elle n'est pas seulement menacée par le réchauffement climatique. Elle est confrontée à un terrorisme qui n'a jamais atteint ce niveau de barbarie ni cette gravité depuis des décennies. Nous sommes toujours exposés. Et l'agression qui s'est produite vendredi dans le Thalys Amsterdam-Paris, qui aurait pu dégénérer dans un carnage monstrueux, sans le courage de plusieurs passagers, cette agression est une nouvelle preuve que nous devons nous préparer à d'autres assauts et donc nous protéger. Voilà, on va parler tout de suite de la rentrée de François Hollande. Quels sont les défis qu'affronte la France sur le plan international? Ce mardi, le président a exposé aux ambassadeurs français réunis à Paris les dossiers prioritaires, notamment la crise migratoire en Europe. Betsabé. Oui, alors la crise migratoire en Europe, c'est le dossier prioritaire. Il faut trouver des solutions à cette crise, d'autant qu'elle va durer. C'est ce qu'a souligné le président Hollande. On rappelle que depuis le début de l'année, ont débarqué en Italie plus de 104 000 migrants. Plus de 2300 sont morts en mer après avoir tenté donc de rejoindre l'Europe à l'aide de passeurs. Alors, quelle réponse le président Hollande compte-t-il donner à cette crise ? L'harmonisation des législations sur le droit d'asile ou encore l'amélioration des conditions d'accueil. Bref, alors que l'Allemagne, de son côté, apprête à recevoir quelques 700 000 migrants, eh bien, pour François Gémen, spécialiste des migrations interrogé par Challenge, eh bien, François Hollande, lui, de son côté, eh bien, essaie d'en faire le moins possible
Pourquoi, Léonore? Parce que le président de la République a peur des réactions du Front National et de la droite dure. Alors, autre dossier épineux, l'Ukraine. Exactement, la stabilisation de l'Ukraine. Alors ce lundi, Petro Poroshenko a accusé Moscou d'aider lourdement les séparatistes ces derniers jours, donc le président ukrainien. Preuve de plus que ces accords de Minsk sont précaires. Dans les mois qui viennent, on verra là aussi si Paris va faire plus que ne pas livrer des Mistral aux Russes et peut-être participer à la refondation de l'armée ukrainienne. On verra si Hollande mettra la main à la pâte ou laissera peut-être Angela Merkel et Barack Obama se charger du mauvais boulot. Allez, enfin, ces deux autres dossiers sur le bureau de François Hollande. Il s'agit bien sûr du climat et de la Grèce. Alors, l'État islamique aussi. Troisième gros dossier pour Hollande. On viendra au climat tout de suite après. La lutte contre Daesh, autre gros dossier. Comment stopper l'expansion de l'État islamique en Syrie et en Irak qui se trouve à moins de 200 km de Damas. Sachant qu'à l'heure qu'il est, l'action militaire de la France au sein de la coalition internationale est limitée en termes de ressources, avec notamment 7 avions Rafale pour les bombardements. Rien de vraiment décisif en fait sur le terrain. Cela ne modifie en rien la situation. Il va falloir là aussi prendre des décisions. Alors enfin, deux autres dossiers dont vous parliez sur le bureau de Hollande, le climat et la Grèce. Alors la conférence de l'ONU sur le climat, gros chantier aussi pour la France à 100 jours de l'ouverture à Paris de la conférence de l'ONU sur le climat. C'est le moment pour Hollande d'insister sur ces enjeux cruciaux de la COP21. Il va en parler cette semaine. La France sait qu'elle a une carte à jouer, même si pas forcément un exemple en matière de renouvelables. Et puis bien sûr, la dette grecque, et je finirai là-dessus. Les négociations sur un allègement de la dette publique ne vont que s'intensifier dans les mois à venir. Et là aussi, la France a un rôle à jouer et Hollande le sait. Merci beaucoup, Betsabé Salem. La rentrée de la dernière chance, donc on en parlait selon un député socialiste. On va tout de suite en parler avec Laurent Geoffrin, directeur de la rédaction du quotidien Libération. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin. Des dossiers brûlants ne manquent pas à l'Élysée. On parlait de la crise migratoire. Est-ce qu'aujourd'hui la France a une réelle solution européenne à proposer ? Réelle solution, non, parce que l'afflux des migrants est tel qu'aucun État n'a trouvé la solution. Mais évidemment, la prise de conscience est un peu meilleure. C'est-à-dire que et Hollande et Merkel ont admis qu'il s'agissait d'une crise historique et que ça demandait des mesures exceptionnelles. Bon, maintenant, il s'agit de traduire ça concrètement. Il est évident que l'Europe ne peut pas rester entièrement fermée à cette affaire, d'abord. C'est pas une forteresse. Deuxièmement, il y a des valeurs d'accueil et de droits de l'homme qui doivent être mises en pratique par l'Union européenne. Et troisièmement, la répartition des migrants est beaucoup trop disparate et inégalité. Les Allemands accueillent beaucoup de migrants, les Français très peu. Donc il y a là un déséquilibre. Avec d'autres pays, c'est la même chose, auquel il faut remédier. Alors la Commission a proposé des solutions, une clé de répartition des arrivants. Maintenant, la logique serait qu'après les déclarations d'hier, François Hollande les mette en pratique. Alors, autre dossier qui préoccupe beaucoup les Français dernièrement, la menace terroriste. L'affaire Thalys a démontré que les mesures actuelles de prévention ne suffisaient pas. Que peut faire de plus le gouvernement pour assurer les Français ? Mais il faut bien voir, la France a une posture particulière. Elle est en pointe dans cette affaire. La France intervient très consciemment en Afrique, au Mali. Hollande vient de lancer un appel pour faire une coalition contre l'organisation Boko Haram, qui est une organisation terroriste nigériane extrêmement violente. Et puis la France est intervenue en Irak, en Afghanistan. La France fait beaucoup de choses. Quoi. Oui, mais qu'en est-il de la menace terroriste sur son propre territoire ? Cela, le risque... Comment ? La menace terroriste sur son propre territoire. D'éliminer tous les risques. On fait beaucoup déjà. Il y a des mesures il y a un plan Vigipirate, il y a une mobilisation très très importante des forces de l'ordre. Toutes sortes de lieux sont protégés, toutes sortes de personnalités sont protégées. Et puis la police déploie des moyens nouveaux. Il y a une réforme des services secrets, il y a une réforme des services de surveillance. On fait le maximum. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire de plus ? Vous ne pouvez pas mettre un policier derrière chaque Français ni refermer les frontières de manière hermétique. Donc vous avez un risque. Et ce risque est assumé, je crois, par les Français, parce qu'il y a un consensus sur cette politique. Personne ne demande à ce que
par exemple, la France se retient de tel ou tel théâtre d'opération. Merci beaucoup Laurent Geoffrin d'avoir répondu à nos questions. Voilà, les marchés respiraient donc hier au lendemain d'un lundi noir où les places financières du monde entier se sont écroulées. Les derniers indices semblent remonter. Shanghai ouvrait ce matin à la hausse. Seul Wall Street a clôturé hier sur une lourde chute. Joseph Emmanuel. Les bourses européennes et asiatiques reprennent des couleurs malgré la nouvelle dégringolade de Shanghai. Une réaction positive aux annonces des autorités chinoises. La contagion n'est donc pas si forte. Mais les experts voient dans ces annonces chinoises des mesures essentiellement symboliques, une manière pour la Chine de rassurer le monde. Tout s'apaise donc, un bon épisode dans une crise qui peut tout de même continuer. L'argent sort du marché et les gens vendent, en partie parce que la Banque centrale chinoise n'a pas injecté assez de liquidités. Donc quand ça bouge, cela veut dire que les liquidités reviennent et la réaction est immédiatement positive. Autrement dit, quand la Chine éternue, nombreux sont les pays à attraper froid. Deuxième économie mondiale, la Chine est avec les États-Unis un moteur essentiel de l'activité planétaire. Et les premiers à s'enrhumer sont les pays émergents, essentiellement exportateurs vers l'immense Chine, Brésil, Mexique, mais également Russie, Corée ou Japon. Autant de pays mécaniquement fragilisés par une baisse de la croissance chinoise. Mais la Chine compte également parmi ses plus gros clients les pays de l'Union européenne. Si la croissance chinoise ralentit de 3,5 %, les importations européennes chutent de près de 20%, entraînant une baisse d'0,5% du PIB. L'économie des Américains est moins directement liée à la Chine, mais indirectement, elle l'est peut-être encore plus. L'Amérique exporte vers de nombreux pays comme le Canada ou les pays d'Amérique latine, qui sont, eux, très dépendants de la Chine. On comprend donc pourquoi l'Europe se met subitement à la remorque de la Chine. Le président français, comme Angela Merkel, dit avoir confiance en la Chine dans sa capacité à surmonter cette crise. Entre-temps, l'euro continue de monter, mais les experts calment les ardeurs des boursicoteurs et affirment que l'euro monte pour des raisons purement techniques. Alors on va revenir justement sur l'origine de cette crise chinoise avec notre correspondant en Chine, Eric Maillard. Bonjour. On revient donc avec vous sur cette crise. Shanghai remontait ce matin légèrement à l'ouverture des marchés asiatiques après que la Banque centrale chinoise a baissé ses taux d'intérêt. Mais il est tout de même trop tôt pour parler d'une sortie de crise? Oui, non, on n'est pas encore à une sortie de crise. C'est une tentative par l'État chinois pour calmer le jeu. Et pour le moment, ce matin, en bourse de Shanghai, ça s'est effectivement calmé. La chute a été enrayée. Mais pour combien de temps, c'est trop tôt pour le dire. Alors, comment réagit-on sur place? Est-ce que les Chinois sont inquiets? Ils sont plus qu'inquiets. On parle entre 90 et 130 millions de petits boursicoteurs, de gens qui ont placé leur argent en bourse de Shanghai. Cet argent a été placé durant 2 ans et la bourse de Shanghai attirait cette épargne par une rémunération extrêmement forte. La bourse de Shanghai a démarré il y a 2 ans avec un indice 2000 et quand elle a craché lundi dernier, elle était... en juin dernier, elle a craché une première fois et là, on en était à l'indice 5000. Donc de 2 à 5000 en 2 ans, vous voyez, voilà ce qui s'était passé. Et tout cela, c'était pour attirer l'argent des personnes privées vers les grandes entreprises d'État qui ne sont pas rentables et pour alléger la charge de leurs dettes. Alors, de quels outils dispose aujourd'hui l'économie chinoise pour stabiliser, le gouvernement chinois pour stabiliser l'économie? Eh bien, justement, la question est tout à fait ouverte. La Chine vient de baisser ses taux d'intérêt et d'abaisser la marge de réserve des banques, ce qui fait qu'elle libère à peu près 106 milliards de dollars américains ou 100 milliards d'euros à peu près en crédit pour les banques. Mais très nettement, l'État chinois a fait une croix provisoire sur la bourse. Ils disent la bourse, elle tombera ce qu'elle voudra, je ne la défends plus. Et pour cause, cette bourse a coûté en 7 semaines 400 milliards de dollars et elle a quand même craché à la fin, vous voyez. Donc l'État dit priorité
à la relance de l'économie. Les ressources que j'ai, je vais les placer là-dedans. Merci beaucoup. Merci Eric Meyer. Le dossier des migrants à présent. En Europe, les premiers milliers de réfugiés ont réussi hier à entrer en Hongrie en provenance des Balkans. L'Europe doit donc maintenant gérer leur flux à l'intérieur de l'espace Schengen. Julia Ganancia. Il est de nouveau libre, après plus de 18 mois passés en... Voilà, on a un petit problème avec ce sujet que nous vous montrerons sûrement un peu plus tard. Israël également face à une autre crise des migrants. Hier, le pays a libéré des centaines de réfugiés et de demandeurs d'asile après 12 mois dans un centre de détention dans le sud du pays. Maël Benoliel a suivi l'un d'entre eux. Regardez. Il est de nouveau libre, après plus de 18 mois passés en rétention dans ce centre situé dans le désert du Negev. C'est enfin le jour de la libération pour Moussa, arrivé en Israël en 2008 depuis le Soudan et un Darfour en guerre. Comme Moussa, ils sont 1200 à bénéficier d'une décision de justice. Il y a quelques jours, la Cour suprême a statué que les migrants ne pouvaient pas être détenus à Choulot plus de 12 mois. Des migrants qui se voient par ailleurs interdits d'accès aux villes de Tel Aviv et d'Elat. Une interdiction mise en place par le ministère de l'Intérieur et écrite noir sur blanc sur un document d'identité que se voit offrir chaque nouveau libéré. Chaque migrant libéré dans le cadre de la décision de la Haute Cour qui se ferait arrêter à Tel Aviv ou à Elat sera envoyé directement à Saharonim, une prison traditionnelle qui se trouve être ni plus ni moins juste en face du centre de rétention de Choulot. Une décision qui conforte la stratégie du gouvernement selon cette militante des droits de l'homme. C'est parfaitement réfléchi et c'est dans la continuité de ce qui se passe à Choulot. L'État d'Israël n'a qu'un seul but dans cette histoire, leur faire quitter le pays de leur plein gré en leur rendant la vie impossible. C'est le but ultime et tout est fait dans ce sens. Une politique qui porterait ses fruits. Selon le ministère de l'Intérieur, 8335 demandeurs d'asile ont quitté Israël ces 2 dernières années. Un véritable manque à gagner pour Israël, si l'on en croit cet employé d'hôtel venu chercher à Choulot de la main-d'œuvre. Je suis en train de faire des entretiens de travailleurs potentiels pour nos hôtels de la mer Morte. Nous avons sans cesse des besoins pour améliorer la qualité de nos services. Nous ne prenons que les meilleurs. Au cours des dernières années, 47 000 migrants ont réussi à entrer illégalement en Israël via l'Égypte, à la recherche d'un emploi, mais surtout d'une terre d'asile. Qu'ils viennent du Soudan, d'Érythrée ou du Congo, la quasi-totalité d'entre eux demandent le statut de réfugié. Mais Israël n'a accordé ce statut qu'à seulement 1% d'entre eux, le taux le plus bas de tous les pays occidentaux. Julien Baloul, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que représente l'immigration clandestine en Israël ? En fait, il faut surtout réaliser que le problème est assez récent en Israël. La question ne s'est posée que ces dernières années. Pourquoi ? Alors, d'une part, parce que la frontière entre Israël et l'Égypte était une véritable passoire pendant des années, c'est-à-dire qu'elle n'était pas réellement matérialisée. Il y avait plusieurs trous dans cette frontière et Israël s'est retrouvé désarmé. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y avait, d'un point de vue juridique, les lois étaient complètement obsolètes. Je me souviens avoir assisté à des débats en commission parlementaire où les députés disaient tout simplement les lois sur l'immigration clandestine ne sont pas adaptées parce qu'elles datent d'une période où on ne pensait pas qu'un jour les gens risqueraient leur vie pour venir en Israël, comme on l'a vu ces dernières années, c'est-à-dire des Africains qui ont traversé le désert à pied pour venir travailler en Israël. Personne en Israël n'imaginait qu'un jour ça serait possible de voir cette situation. Donc il a fallu créer des nouvelles lois, il a fallu créer le centre de détention de Choulot dans lequel Maël Benoliel s'est rendu et créer donc une nouvelle frontière bien plus solide, bien plus étanche pour empêcher les migrants clandestins de passer. Vous allez voir les chiffres, c'est assez impressionnant. On va voir l'efficacité de cette barrière à l'écran tout de suite. Regardez, donc le problème de l'immigration clandestine commence au milieu des années 2000 avec une hausse constante, presque constante jusqu'en 2011 et une chute qui est extrêmement impressionnante à partir du moment où la barrière est construite avec quasiment 0 migrants qui passent aujourd'hui de manière clandestine par la frontière égyptienne. Alors, le ministre israélien de l'Intérieur a exhorté les migrants à ne pas se rendre ni à Tel Aviv ni à Elat, mais ils peuvent se rendre
n'importe où en Israël, sauf ces 2 villes. Pourquoi? Voilà, absolument. Donc on a vu cette carte tout à l'heure, on va peut-être la revoir. C'est 2 villes, Tel Aviv et Eilat, et une autre qui est concernée par le problème, c'est la ville d'Arad. Pourquoi Arad? Parce que la ville d'Arad ne fait pas l'objet d'une interdiction d'entrée par ces migrants. Or, ces 3 villes sont des villes de choix pour les migrants. Pourquoi? Eilat, tout simplement parce que c'est dans le désert, on le voit à la frontière égyptienne. C'est une ville touristique avec énormément d'hôtels et de restaurants, donc du travail pour ces immigrés africains. Arad, pareil, dans le désert, et Tel Aviv, évidemment, pareil pour ces cafés et restaurants. Aujourd'hui, il n'y a pas un café, pas un restaurant, pas un hôtel de Tel Aviv ou d'Eilat qui n'emploie pas des immigrés africains. Et d'autre part, au-delà de ce souci, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces villes sont dépassées par le problème, ne savent plus comment le gérer. Aujourd'hui, on le voit dans le sud de Tel Aviv, des milliers d'immigrants africains qui ne savent pas où vivre et où loger, qui dorment dans des parcs. Et il y a un problème de violence et de criminalité, selon la police israélienne en septembre 2014. Et je terminerai là-dessus. Lorsque les migrants ont commencé à être placés en centre de rétention, la criminalité grave à Tel Aviv a baissé de 20%. Merci beaucoup, Julien Baloul. Rudy, on parle avec vous du football, avec la qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions du Maccabi Tel Aviv. Les Israéliens ont résisté hier au FC Bâle en arrachant un match qui les qualifie donc pour la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et oui, après le très bon match nul, obtenu 2 partout au match aller, tous les amoureux du foot en Israël attendaient ce match retour entre le Maccabi Tel Aviv et donc les Suisses du FC Bâle. Les Israéliens devaient faire match nul pour se qualifier et ils l'ont fait dans un Bloomfield Stadium en fusion. Alors malgré l'ouverture du score suisse d'un super coup franc de Zufi en début de match, l'inévitable Zahavi qui avait déjà mis les 2 buts à l'aller a égalisé. Ils ont tenu et ils participeront donc pour la première fois depuis 2004 à la plus belle des Coupes d'Europe. Alors, pour la néophyte que je suis, en quoi est-ce un événement? Pour plusieurs raisons. Alors déjà, parce qu'il va y avoir du spectacle, parce qu'il va y avoir des beaux matchs, des belles équipes qui vont venir jouer en Israël pour 3 matchs. Les Israéliens sont dans le 4e chapeau, donc cet automne, ils vont affronter des grandes équipes européennes. Ça peut être le Real, la Juventus, le Bayern ou encore le Barça. Ça, on le saura. Ça sera jeudi à Monaco pour le tirage au sort. Et puis la deuxième raison de se réjouir pour les Israéliens, c'est surtout financière. C'est-à-dire que chaque équipe qualifiée pour la Ligue des Champions reçoit automatiquement 8,6 millions d'euros. Les clubs, en plus de cette somme, touchent un bonus en relation avec leurs résultats. Chaque victoire leur rapporte 1 million d'euros, chaque match nul 500 000 euros. Une vraie manne financière pour des petits clubs comme le Maccabi Tel Aviv qui a un budget à peu près de 20 millions d'euros. Donc vous imaginez ce que ça peut leur apporter. En tout cas, le premier match sera mi-septembre. À noter qu'il y a de fortes chances que le Maccabi joue dans le stade de Haïfa, dans le Sami Ofer Stadium, qui a 30 000 places et qui correspond aux normes de la Ligue des Champions. Donc c'est parti pour un bel automne de football. Merci beaucoup, Rudy Saada. À suivre, ne zappez pas, Bachar el-Assad ne compte pas riposter, a-t-il dit, suite au tir d'Israël en Syrie. Un jour après que 3 missiles se sont abattus en Galilée en provenance du territoire syrien pour la première fois depuis 1973. C'est juste après le journal présenté par Sarah Baudron. De retour sur le plateau du Morning, merci d'être toujours avec nous. Dans une interview donnée à la chaîne de télévision Al-Manar, le président syrien Bachar el-Assad a déclaré que la Syrie ne mènerait pas de riposte directe contre Israël suite aux attaques de la semaine dernière, mais qu'il frapperait l'État hébreu indirectement en luttant contre les rebelles qui, selon lui, sont les serviteurs d'Israël. Mathias Sinbar. S'occuper d'abord des rebelles et ensuite d'Israël. La phrase est de Bachar el-Assad, prononcée devant les caméras de la chaîne Al-Manar, organe de presse du Hezbollah. Le public est donc acquis à sa cause et le président syrien de qualifier à nouveau les groupes rebelles syriens, tous confondus, de l'État islamique à Al-Nusra et à Al-Qaïda en passant par les rebelles modérés, de terroristes. Une occasion surtout de justifier une fois de plus la présence de milliers d'hommes du Hezbollah pro-iranien sur son territoire. Mais s'il tenait jusqu'alors son rang de président, le ton est moins assuré que dans le passé. Et pour certains analystes, il apparaît ici comme le porte-voix de la mouvance chiite. L'expérience du Liban lors des dernières années nous montre que des Libanais ont fait appel à des éléments extérieurs pour l'aider. Et certains ont même été en contact direct avec Israël. C'est exactement ce qui se passe en Syrie. De nombreux groupes de terroristes demandent de l'aide aux Israéliens. Mais ces terroristes sont plus dangereux que les missionnistes.
Resté passif face aux dernières opérations aériennes israéliennes contre des terroristes du djihad islamique, responsable du tir de 4 roquettes en Israël, Bachar al-Assad tente ici de se justifier. Et pour lui, Israël n'est plus, pour le moment, une menace stratégique pour la Syrie. Les terroristes sont responsables de tout ce qui se passe en Syrie. C'est notre danger principal. Vous ne pouvez pas vous occuper des menaces à l'étranger alors que votre menace est intérieure. Ce n'est qu'à partir du moment où nous pourrons nous débarrasser des menaces intérieures que nous pourrons être à nouveau forts et aucun pays, pas même Israël, ne pourra nous attaquer. En clair, la Syrie saura faire face à Israël une fois la guerre civile terminée. En attendant, plusieurs attaques auraient été attribuées par la presse étrangère ces 2 dernières années aux chasseurs israéliens, sans que la Syrie ne réagisse, dont celle, en janvier 2015, visant en territoire syrien Djihad Mournier, le fils de l'ancien chef militaire du Hezbollah, Iman Mournier, et un général syrien. À l'époque, seul le Hezbollah avait réagi par une attaque causant la mort de 2 soldats israéliens. Ali Waked, si la Syrie ne veut pas riposter, c'est parce que Bachar el-Assad n'en a pas les moyens ou parce qu'il a tout simplement d'autres chats à fouetter? Bon, c'est marrant qu'on dit que la Syrie ne veut pas riposter. Pendant des dizaines d'années, la Syrie a riposté, même a pris l'initiative de riposter contre la politique israélienne en soutenant toutes les organisations palestiniennes, le djihad islamique, le Hamas, le Front populaire. Toutes ces organisations qui luttaient contre Israël avaient été basées en Syrie, s'entraînaient en Syrie, étaient financées essentiellement par la Syrie. Et c'est de la Syrie qu'ils menaient les guerres, les attentats, la deuxième intifada, la première intifada, les attaques suicides qu'on a subies ici entre 2000 et 2005, étaient organisées, orchestrées, financées, entraînées par la Syrie. Et quand il dit on peut riposter indirectement, ça c'est exactement ce que veut dire le président syrien Bachar al-Assad. Il y a bien sûr le Hezbollah, il y a les organisations palestiniennes qui sont encore, certains d'entre eux qui sont encore, fidèles au régime syrien. Il y a plusieurs cas. Il ne va jamais riposter directement, voir des missiles tirés de la part de Damas vers Tel Aviv, parce qu'il sait que mais continue à soutenir les ennemis d'Israël. Et justement, le président syrien a d'autres priorités en ce moment, on s'en doute bien, avec le groupe l'État islamique. C'est la survie de son régime. Et la lutte contre l'État islamique, où en sont justement les combats entre le régime syrien et l'État islamique? Il y a à présent un status quo, entre l'État islamique et entre la Syrie. Il y a un troisième acteur qui devient de plus en plus important sur la scène syrienne, c'est les rebelles que le monde définit en tant que modérés, dont fait partie Al-Qaïda, qui pour l'Occident et pour certains ennemis du régime syrien sont devenus les rebelles modérés. Les luttes se concentrent à la frontière entre l'Irak et la Syrie et à la frontière entre le Liban et la Syrie. Mais dans les dernières semaines, on voit un début d'une tournure dans la guerre contre l'État islamique, parce que certains pays commencent à comprendre que l'État islamique présente une menace qui ne se réduit pas à la frontière de la Syrie et non pas à la frontière de l'Irak et de la Syrie. C'est pour cela, Éléonore, il y a cette initiative russe à laquelle les Saoudiens sont prêts à faire partie. Ils ont bien sûr des remarques sur quelques clauses dans l'initiative syrienne, mais maintenant la voie est plutôt diplomatique, ou au moins parallèle à ce qui se passe sur le terrain. On va parler de cette voie diplomatique parce qu'il semblerait que les pays occidentaux ne sont pas tous d'accord sur comment agir pour effectuer cette transition politique. Hier, le président français François Hollande parlait de transition avec la neutralisation de Bachar el-Assad. Les Américains, eux, ne sont pas si sûrs et ont peur du vide finalement. Où en est-on aujourd'hui dans cette transition politique? Le grand changement, à mon avis, c'est qu'il y a des pays au sein même de l'Union européenne qui, pour elles, le fait que Bachar el-Assad doit quitter son poste n'est pas une condition, et c'est un changement par rapport à ce qu'était la situation en début de la crise syrienne. Il y a pas mal de pays qui comprennent que Bachar el-Assad, au moins pour une période de transition, peut former une base de stabilité à la Syrie. Par exemple, on vient d'apprendre ici à I24, I24 News, que une des propositions constitue à ce que la Syrie se réunisse avec l'Irak. En Syrie, il y a une minorité chiite qui contrôle, alawite qui contrôle une majorité sunnite. En Irak, c'est le contraire. Et réunir les deux pays, c'est faire face
avec plus de force à l'État islamique et essayer de créer un équilibre ethnique. Quand les deux communautés seraient plus ou moins de la même quantité, le même pourcentage de la population, ça peut être une bonne idée. L'Égypte... Les autres options ont échoué à combattre l'État islamique, à gagner absolument. dans la bataille Mais contre ce que l'État je veux dire islamique. par cette initiative, c'est qu'on commence à penser en dehors de la boîte classique traditionnelle pour essayer de voir quelles sont les solutions diplomatiques que les différents pays et les différents belligérants peuvent avaler. Merci beaucoup Ali Waked. On se rend aux États-Unis à présent en pleine campagne présidentielle. Joe Biden, le vice-président américain, songe sérieusement, laisse-t-on entendre, à se lancer dans la course pour remplacer son patron. À 72 ans, Joe Biden, on serait à sa 3e présidentielle et il a même le soutien de la Maison-Blanche. Julien Badoul. Coup dur pour Hillary Clinton. Joe Biden, le vice-président américain, compterait toujours se présenter aux primaires du Parti démocrate et il aurait obtenu le soutien du président Obama. Josh Earnest, porte-parole du président, a déclaré que le chef de l'État a confiance dans les capacités de son ex-colistier à occuper les plus hautes fonctions et qu'Obama pourrait prendre publiquement position pour l'un des deux candidats. Cette annonce intervient suite aux controverses autour d'Hillary Clinton. Partie comme grande favorite dans son camp, elle traverse une période difficile. Son image a notamment été écornée par les révélations sur l'utilisation qu'elle a faite de sa messagerie privée lorsqu'elle était à la tête de la diplomatie américaine de 2009 à 2013. Selon un rapport de CNN, Biden devrait rencontrer Bob Bauer, un expert dans la finance des campagnes politiques. Il pourrait lever 25 à 30 millions de dollars dans les prochains mois. Joe Biden, 72 ans, a déjà tenté sa chance sans succès aux primaires à 2 reprises. C'était en 1998 et 2008. Julien Baloul, qui est Joe Biden, celui qui pourrait devenir le principal rival d'Hillary Clinton? Oui, absolument. Donc on l'a entendu, déjà 2 candidatures aux primaires démocrates dans le passé, des candidatures malheureuses finalement, puisqu'il n'a pas été sélectionné à 2 reprises. Il a 72 ans, il est connu du public américain aujourd'hui pour être, il a été sénateur dans le passé, mais il est aujourd'hui le vice-président des États-Unis de Barack Obama, 2 mandats de suite. Barack Obama l'apprécie énormément. On dit même qu'ils ont une bromance entre deux, c'est-à-dire que brother et romance, c'est-à-dire ils ont une romance de frères entre eux. Barack Obama affirme que le nommer au poste de vice-président a été sa meilleure décision politique de toute sa vie. Selon les médias, l'une des raisons qui pourrait pousser Biden à se présenter, ce serait que son beau-fils Beau Biden, qui est décédé récemment d'un cancer, le souhaitait ardemment. Il voudrait donc respecter ce choix. Et Joe Biden, étant donné qu'il a 72 ans, ce serait sa dernière chance évidemment de se présenter. Il devrait prendre sa décision d'ici la fin de l'été. L'automne, c'est le 22 septembre, je le rappelle. 22-23 septembre. 22 septembre. Alors, à part cette candidature de Joe Biden qui n'est pas encore sûre, quel autre défi doit faire face Hillary Clinton? Donc Hillary Clinton a ce premier problème, Joe Biden, qui va devenir un sérieux problème, même si Joe Biden est quand même très loin derrière les sondages. En fait, Hillary Clinton était partie comme la grande favorite du scrutin, mais depuis quelques semaines, elle chute dans les sondages. Elle est passée sous la barre des 50% auprès des électeurs démocrates. Elle a 47% actuellement, c'est-à-dire 9 points de chute dans les sondages par rapport à juillet. C'est énorme, 9 points. Et elle a 53% d'opinion défavorable au sein de la population américaine de manière générale. Donc elle commence vraiment à ramer dans cette campagne. Elle a le problème des emails. Elle aurait utilisé ses emails privés lorsqu'elle était chef de la diplomatie américaine, ce qui est contraire aux règles de sécurité. Elle a le problème de l'attentat de Benghazi lorsqu'elle était secrétaire d'État, c'est-à-dire lorsque l'ambassadeur américain en Libye a été assassiné. Et elle a un problème aussi à sa gauche avec peut-être une candidature de Bernie Sanders. Il n'est pas connu en dehors des États-Unis. Il est sénateur démocrate du Vermont. Il a 73 ans. Sa popularité, on en parlait sur ce plateau. Exactement. Sa popularité explose aux États-Unis. Il se qualifie d'anti-Donald Trump en étant très modeste, en voulant élargir la couverture maladie aux États-Unis. Il se déplace en avion de ligne avec sa valise. C'est donc sa problème à gauche. Merci beaucoup, Julien Baloul. On parlait d'écologie à présent et plus précisément de la lutte contre le gaspillage alimentaire en France. Une priorité pour beaucoup de grandes enseignes. Mais voilà, le gaspillage alimentaire ne fait finalement pas partie de la loi sur la transition énergétique. La ministre de l'écologie souhaite pouvoir compter sur la bonne volonté des distributeurs. Regardez. Lutter contre le gaspillage alimentaire est une pratique qui tente d'être de plus en plus commune en France.
De plus en plus d'associations fleurissent et collaborent avec les grandes enseignes de distribution alimentaire qui ont fait du gaspillage leur priorité. C'est le cas de l'une d'entre elles qui reçoit quotidiennement fruits, légumes mais aussi viande et produits laitiers destinés aux familles dans le besoin. Quand on récupère les produits, ce qu'on va vérifier en amont avant de partir à l'association, c'est bien évidemment la date de péremption, bonne encore à la consommation, l'état du produit et on va le mettre dans les camions réfrigérés jusqu'à l'association. Et c'est avec l'enseigne Carrefour que l'association coopère depuis maintenant plus de 3 ans. Un partenariat qui permet de récolter plus de 70 tonnes de nourriture par an, l'équivalent d'une 60aine de paniers repas par jour. Outre les dons aux associations, l'enseigne offre régulièrement des promotions ponctuelles sur les produits dont la date de péremption arrive bientôt à échéance ou sur ceux qui auraient un emballage moins attractif que les autres. Au niveau de Carrefour, l'année dernière, on a donné l'équivalent de 77 millions de repas, ce qui est vraiment un chiffre très significatif, à 800 associations locales. Donc aujourd'hui, 100% en fait, de nos magasins, qu'ils soient hypermarchés ou supermarchés, ont contractualisé avec des associations locales pour pouvoir justement donner aux associations de l'aide alimentaire. Même si la grande distribution se met au vert, des efforts restent à faire. Ségolène Royal, la ministre de l'écologie, convoquera ce jeudi les grandes enseignes afin de les sensibiliser davantage. Maurice, le docteur Uri Shanaïs du département de biologie et d'environnement de l'université de Haïfa ne veut plus rester dans sa tour d'ivoire, dit-il. Il veut agir et sauver la planète. Et comment compte-t-il s'y prendre? Eh bien, en achetant des parcelles du globe, c'est bien ça. Effectivement, Eleonore, l'idée peut paraître folle, mais le docteur Uri Shanaïs a bien l'intention d'acheter des secteurs de la planète. Pas toute la planète, mais d'une partie. On l'écoute. המגוון הביולוגי בכדור הארץ לא מתחלק שווה. יש אזורים שיש בהם מגוון ביולוגי גבוה יותר ויש מקומות עם פחות. ארגונים בינלאומיים קבעו ומצאו שניתן להגדיר בין 1.4% עד 2.3% משטח כדור הארץ כאזורים חמים לשימור, אזורים שבהם יש מגוון ביולוגי עשיר במיוחד. אז אנחנו לא מדברים על כל כדור הארץ, אנחנו כבר מתמקדים ב-1.4%. עכשיו מסתבר שבתוך ה-1.4% הזה, חלק ניכר מהם ניתן לקנות אותו, הוא שייך לאנשים פרטיים היום. Vous voyez, dans cette infime partie de la planète, 1,4%, en particulier dans les forêts tropicales, des centaines et peut-être même des milliers d'espèces disparaissent chaque année. Alors, comment compte-t-il s'y prendre concrètement pour sauver la biodiversité, pas seulement en achetant des parcelles de terre, hein? Oui, alors 7 sites ont déjà été identifiés où la diversité biologique est particulièrement riche mais en danger et ils ont été sélectionnés par l'intermédiaire de son site This is my Earth, c'est ma terre. Il propose donc un crowdfunding pour acquérir ces secteurs. Écoutez la promotion. Imagine Congolese students in a classroom learning about biodiverse, rich lands around the world, including the very place they live in. They want to protect it, so they go online and join millions of others, children and adults around the world, by voting to direct funds to save their land. Alors, pour être membre de cette organisation, il suffit de verser $1. 30 000 $ ont déjà été récoltés, mais il faut savoir que si vous versez $1, vous n'êtes pas propriétaire des terres qui vont être achetées. Les sommes collectées seront reversées aux organismes locaux de protection de la nature qui seront, eux, les propriétaires légaux de ces secteurs. Alors, avant de s'occuper de sauver les systèmes écologiques, le docteur Uri Shanaïs a étudié également l'influence des frontières sur la biodiversité. Exactement, c'est ça qui est stupéfiant. Le docteur Uri Shanaïs a étudié la faune dans la vallée du Jourdain partagée entre Israël et la Jordanie. Il s'avère que les rongeurs, les insectes et les reptiles respectent la frontière alors qu'elle ne constitue pas un obstacle infranchissable. Écoutez-le. מצאנו שהמגוון בצד הירדני גבוה יותר מהמגוון זוחלים בצד הישראלי. ואנחנו חושבים שהסיבה לזה זה הקיטוע של השדות החקלאיים בצד הישראלי של שטחי הבר הטבעיים שהשפיע על המגוון בצד הישראלי, ושוב הצד הירדני מהבחינה הזאת זוכה במגוון גדול יותר. Les rongeurs sont suspicieux, ils ont peur parce qu'il y a des renards rouges et ces renards rouges les rendent vraiment très inquiets. Alors ce qui est intéressant, c'est que les rongeurs israéliens ne passent pas la frontière alors qu'ils pourraient le faire. Merci beaucoup Maurice, on se retrouve dans un instant juste après le journal présenté par Sarah Gaudron.
Morning. Pour cette dernière partie, on va s'intéresser à Berlin, une ville dont l'énergie et la vitalité attirent les jeunes du monde entier. Parmi eux, près de 17 000 Israéliens. Bien souvent, leur propre famille a dû fuir l'Allemagne nazie. Pour ces étudiants ou ces expatriés, impossible d'oublier que c'est ici même, dans la capitale allemande, que fut décidée l'extermination des Juifs. Comment, sans trahir la mémoire, échapper au poids du passé, juifs israéliens ou jeunes allemands? Cette troisième génération, après la Shoah, invente ensemble une nouvelle page de l'histoire de cette ville. C'est un extrait du reportage de Yorai Lieberman. In 2 days' time, Ori and Evelyn will go and settle in Berlin. They enjoy their last moments at the beach in Tel Aviv. 3.5 years ago, the young German woman and the young Israeli man, the grandson of Holocaust survivors, fell in love. I found myself a good girl, nice and pretty. Voilà, on reviendra plus tard sur la version française de cet extrait de reportage. Rudy, bonjour. On est sur une chaîne internationale. C'est terrible. On s'y perd parfois. On s'y perd, tout à fait. Alors, on va parler Internet et surtout économie en s'intéressant ce matin au réseau Twitter qui tente péniblement de faire monter son nombre d'abonnés. Oui, c'est ce qui se murmure en fait dans les milieux économiques. Depuis plusieurs mois, Twitter stagne. Pire, son action a touché le plus bas niveau depuis son introduction en bourse en 2013. On va le voir, $30 seulement 3 petits dollars de plus que son prix d'introduction. Alors des mauvais résultats, la faute à un nombre d'utilisateurs actifs qui utilisent vraiment Twitter, qui plafonne seulement 2% de progression sur le dernier trimestre. Donc il y a 316 millions d'utilisateurs de Twitter dans le monde, mais le chiffre reste le même tout simplement parce que les possibilités de Twitter n'évoluent pas, ou peu. Twitter, ça reste 140 caractères et ça a du mal pour l'instant à évoluer. Alors justement, quels sont les plus et les moins de Twitter de ce réseau social? Au niveau des plus, il y a des grandes réussites de Twitter, c'est d'être devenu un vrai espace d'expression pour les politiques. Ça, c'est clair. Tous les grands de ce monde font des déclarations via Twitter. En France, plus de 97% des membres du gouvernement et ceux qui travaillent ont leur propre compte. Alors, autre utilisation de Twitter, rentrer vraiment aussi dans l'inconscient collectif. Je ne sais pas si vous suivez les live tweets, c'est-à-dire le commentaire en direct d'un événement, d'une émission de télé. Twitter est devenu un vrai lieu de rendez-vous quand on commande, par exemple, un rendez-vous sportif. Alors, à noter que le live tweet passionne. Vous allez voir comme par exemple ce live tweet d'une dispute d'un couple dans un avion qui avait du retard, un avion de ligne américain. C'était cette semaine. Regardez ces images. Une certaine Kelly qui était assise à côté de ce couple a live tweeté leur dispute qui avait des airs de rupture tout simplement. Elle a relayé les moindres phrases. Elle a même relayé les sanglots de la demoiselle. C'est dur quand même. Et c'est très très dur. Et elle a gagné 7000 abonnés en quelques minutes. Alors évidemment ça s'est coupé en décollant et finalement le couple s'était rabiboché après 7 Bloody Mary commandé dans l'avion. Voilà, et en tout cas, c'est voilà. Expliquer quand même la réussite d'un tweet par rapport à un autre. Mais c'est le côté viral. Il n'y a pas vraiment de, il y a pas de règles. C'est à partir du moment où une personne pense que ça devient important et que quelqu'un qui a beaucoup de followers retweet, évidemment, là, ça prend. Et donc, en quelques minutes, elle a gagné 7000 followers, cette fameuse Kelly qui est devenue très célèbre. Alors ça, ce sont les succès de Twitter. Le problème, c'est que Twitter reste un peu complexe au niveau de son utilisation. Par exemple, mes parents arrivent sans souci à gérer leur compte Facebook, à liker toutes mes photos, mais pour eux, c'est trop compliqué d'utiliser Twitter au premier abord. C'est assez rébutant. Alors, Twitter cherche à se rapprocher justement du mode opératoire de Facebook pour devenir un petit peu plus séduisant. Alors, il va sûrement imiter les profils de Facebook et les dates anniversaires, etc. C'est quelque chose qui va plus ressembler à Facebook pour qu'on puisse l'utiliser plus facilement. Moi, j'essaie de prendre des cours avec Julien Baloul, mais j'ai encore du mal à manipuler Twitter. Donc c'est dans ce contexte de recherche que Twitter France a annoncé qu'une nouvelle Blue Room allait être créée. Qu'est-ce que c'est? Oui, à l'Eurovision, il y a la Green Room, là c'est la Blue Room. Alors c'est une chambre bleue. C'est une expérience qui a déjà été lancée, vous le voyez par Twitter, en Australie. La Blue Room, c'est une petite pièce de 20 mètres carrés qui est équipée de caméras, de micros et dans laquelle les people devraient, et aussi les politiques, devraient venir s'installer pour dialoguer en direct avec ce qu'on appelle les tweetos. Donc c'est une sorte d'émission de télé en ligne ultra interactive. Alors le but de Twitter annoncé, ce n'est pas de concurrencer les médias traditionnels, mais c'est de proposer une nouvelle expérience et encourager les célébrités et les décideurs à passer par son service, à passer par Twitter. Le premier à rentrer dans la Blue Room sera en France David Guetta, le DJ très célèbre. Et donc Twitter espère faire venir à peu près 2 people par mois dans cette Blue Room. Alors pourquoi pas le faire en France ?
Pourquoi le faire en France? Parce que justement Twitter a connu un grand développement ces dernières années. Depuis son installation, une hausse de 56% de ses utilisateurs, sauf que ces utilisateurs, bien, ils ont ouvert leur compte, mais ils savent pas trop quoi en faire en fait. Donc cette Blue Room pourrait un petit peu en quelque sorte les occuper et donner une raison d'être à leur abonnement. En tout cas, c'est un pari lancé par Twitter pour pallier cette panne. Le réseau social est en fait rentré dans nos vies, mais lui ne progresse pas du tout. Donc il essaye de se trouver un avenir, à moins que tout ça pourrait se finir, comme on le murmure aussi dans les milieux économiques, par un rachat par Google qui serait intéressé par prendre un réseau social qui fonctionne. Donc ça pourrait éventuellement être Twitter, mais ça, ce n'est qu'une supposition. Merci beaucoup Rudy Saada. Direction à présent le nord d'Israël, un village chrétien palestinien abandonné lors de la guerre d'indépendance en 1948 et dont les familles souhaiteraient pouvoir revenir et habiter. Les voisins israéliens d'aujourd'hui se montrent favorables à cette demande. Reportage Uri Shapira avec Joseph Emmanuel. Le village de Biram, dans le nord d'Israël, elle le connaît par cœur. Naïda Zara se sent ici chez elle comme nulle part ailleurs, même si elle n'y a jamais vécu, même si son père a quitté cet endroit alors qu'elle n'était pas encore née. Pendant la guerre d'indépendance, en 1948, l'armée israélienne prend le contrôle de 2 villages chrétiens, Ikrit et Biram, à quelques encablures de la frontière libanaise. Le tout jeune État juif leur demande aux résidents de partir et leur fait la promesse qu'ils rentreront bientôt. Les habitants expulsés s'installent alors dans différents endroits d'Israël ou du Liban. Ils décident de se faire entendre par la Cour suprême d'Israël 3 ans après. La Cour leur est favorable. Ils pourront donc retourner chez eux. Israël valide cette décision quelques mois plus tard, mais de très nombreuses habitations sont déjà détruites. Un parc se dresse à leur emplacement. Depuis, ils sont nombreux à revenir ici en pèlerinage. Des camps d'été y sont même organisés pour leurs enfants. Ils leur racontent l'histoire de leur village déserté. En 2013, à la fin du camp d'été, les fondateurs du camp et les participants ont décidé de rester sur place. Nous avons alors commencé à vivre ici, à tour de rôle. Nous avons installé des tentes, fermé l'entrée de l'église et des écoles. Nous avons ramené des chauffages et tout le reste du matériel. Nous sommes restés sur place pendant 1 an et demi, jusqu'à ce que le conseil régional nous ordonne de partir. On est retourné au tribunal et la première décision de la Cour a été de nous permettre de rester. Puis le conseil régional a fait appel et nous avons perdu. Nous avons dû partir. 67 ans plus tard, les descendants des réfugiés de Biram recherchent toujours à obtenir réparation. Mais contrairement aux autres cas similaires dans la région, ils se retrouvent face à une certaine compréhension et même une coopération de la part des habitants d'aujourd'hui. D'une certaine manière, c'est un peu comme une facette noire de mon histoire. Je soutiens le retour des évacués de Biram, mais je crois que malheureusement, ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Enat est membre du kibbutz Baram, une communauté collective juive construite en partie sur un terrain qui appartenait à la famille de Naïda. De manière assez surprenante, elle, comme d'autres habitants du kibbutz, ne fait pas que soutenir le retour des expulsés, elle fait également connaître leur combat dans les médias. La justice ne peut pas être de mon côté seulement. Ma famille a pu trouver un refuge en tant que réfugiés juifs. Cet endroit est riche d'autres histoires comme la mienne. Ces gens devraient trouver leur place ici aussi. Nous devrions partager. Ces gens n'ont pas résisté à l'ordre d'évacuation et de manière rétrospective. Ils ont laissé leur maison après qu'on leur ait menti. Il s'agit d'une injustice qui peut être réparée. Moi, résident de cette région, je souhaite qu'elle le soit. Certains pourraient s'attendre à ce que Naïda rejette cette main tendue, mais elle l'accepte avec joie. C'est vrai qu'ils occupent notre terre et qu'ils la travaillent, mais ça ne nous empêche pas de dialoguer. Ils ne font pas que reconnaître l'injustice, ils font aussi tout ce qu'ils peuvent pour la réparer. Naïda retourne vers son village et se dit que si les Juifs ont attendu 2000 ans pour revenir sur leur terre, son espoir reste vivant. Allez, on se penche à présent sur une contrainte quotidienne pour beaucoup de femmes, le maquillage, plaisir et coquetterie pour les unes. Le maquillage serait aussi un inévitable fardeau du quotidien pour les autres. Le maquillage qui serait même, Betsabé, un enjeu professionnel. Hein. Exactement. Alors c'est pour sûr une inégalité homme-femme. Ne me dites pas que les hommes, eux, doivent se raser. Je vous dirais que les femmes doivent, elles, s'épiler. Alors d'abord, pour ceux qui n'ont pas le loisir de se maquiller tous les jours ouvrables, eh bien, il y a certaines joies que je trouve opportun de vous communiquer. Il est à peine 6 ou 7 heures le matin pour les plus chanceuses, puisque
plus que nous, c'est plutôt 4 heures ou 5 heures, Éléonore. Et manque de sommeil oblige, eh bien, vous rentrez la brosse à mascarade dans l'œil. Et ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. D'ailleurs, on aurait peut-être préféré 2 semaines de plus par an qu'avoir passé ce temps équivalent, et oui, à se maquiller en une année. Ensuite, le maquillage, c'est un sacré budget. Nous dépensons en moyenne 15 000 $, 13 500 € de produits cosmétiques en une vie. Pour Éléonore, c'est beaucoup plus. Et on ne peut même pas faire ce qui nous plaît. Vous ne pouvez pas vous lâcher sur le fard à paupières ou encore sur le rouge à lèvres. Non, c'est vulgaire. Il faut bien sûr que ce soit léger. Regardez par exemple cet exemple sur elle. Accessoirement, on l'a compris, c'est bien d'être aussi canon que la modèle qui a servi à ses clichés. Ça fait plus propre sur le CV. Bref, le maquillage, pas vraiment de quoi être fan. Et pourtant, difficile de s'en passer. Hein, exactement. Alors, on a beau être dans la mouvance no filter, no make-up, hein, vous le savez aussi bien que moi, Rudy, des mouvements de boycott de maquillage au travail, on ne nous la fait pas. Celles qui se maquillent réussissent mieux professionnellement que les autres. Make-up tax, c'est même le nom donné par la journaliste américaine Olga Kazan à l'inégalité due aux cosmétiques dans un article du journal The Atlantic. Regardez, elle compile une série d'études qui révèlent, ou plutôt confirment, qu'une femme maquillée va gagner plus parce que plus féminine et attractive. En outre, les fonds de teint et autres plumes à yeux permettraient aux femmes d'accéder plus facilement à un job prestigieux. En effet, d'après cette étude révélée par le New York Times, regardez, sur les femmes qui étaient présentées, celles qui étaient maquillées semblaient, aux yeux des sondés, bien plus compétentes. Entendez, il faut se maquiller pour avoir l'air compétente. Étude qui a été financée par Procter & Gamble, tout aussi prestigieuse marque de cosmétiques. Alors la faute à qui? Eh bien à nous. Et oui, si les femmes ont besoin de se maquiller, c'est parce qu'à la télé, on nous fait croire qu'il faut avoir les yeux et les lèvres maquillés. Dans l'imaginaire collectif, voilà à quoi les femmes doivent ressembler pour être à la fois pro et féminine. C'est la norme. Mais oui, vous feriez plus confiance à ça. Regardez. Une femme donc pas maquillée. Non, c'était pas celle-là. Alors celle-là, elle commence à se maquiller, mais vous allez voir, elle se maquille. Alors ça, c'est la femme à qui vous feriez confiance, ou plutôt à celle qui va venir après quelques 20 minutes de maquillage. La voilà, et c'est laquelle que vous embaucheriez si vous étiez DRH. Effectivement, la deuxième, mais c'est pareil pour les hommes. La présentation, c'est aussi important. Alors, Rudy nous apprend qu'il faut mettre du fond de teint, messieurs, pour vos entretiens d'embauche et pour les augmentations. Tous les matins, malheureusement. Il fait partie de ces rares hommes obligés de se maquiller également. Exactement. Alors, si vous êtes une rebelle et vous ne voulez pas vous laisser maquiller, misez sur la tendance inverse. Alors, vous misez sur votre teint. Alors, je vous proposerai, au lieu de quelques conseils pour se maquiller bien pour le boulot, faites confiance à votre peau. Arrêtez de fumer, fuyez la pollution, misez sur les exfoliants, ayez un joli teint et peut-être que vous pourriez renverser la tendance, mesdames. On compte sur vous. Ici, on en a marre du fond de teint. Merci beaucoup, Betsabé Salem. Allez, nouveau film sur le prophète Mahomet, cette fois-ci financé en grande partie par le régime iranien. Majid Majidi, c'est le nom du réalisateur, a travaillé sur ce film qui s'appelle Mahomet, une super production sur l'enfance du prophète. Océane Nicole. Le long métrage le plus cher de l'histoire du cinéma iranien, Mahomet est la dernière création de Majid Majidi, ancien acteur qui a notamment réalisé plus d'une dizaine de films, dont plusieurs primés à l'étranger. Avec un budget d'environ 40 millions de $, ce nouveau film souhaite en finir avec l'image violente de l'islam en se basant sur l'enfance du prophète. En tant qu'artiste musulman, je pense que la lecture existante de l'islam est très déformée. Mon but est de créer une image qui changerait l'image que l'Occident a sur l'islam, comme un terrorisme islamiste lié à la violence. Financé en grande partie par l'Iran, Mahomet a été tourné dans une cité de la Mecque reconstituée dans le sud de Téhéran. Avec ce film, le réalisateur souhaite unir et non diviser les musulmans sunnites et chiites en Iran, un thème qui peut en effet être polémique pour certains. Un précédent film sur le même sujet avait été réalisé en 1976, mais avait suscité l'indignation. Plusieurs salles de cinéma avaient même reçu des menaces de musulmans radicaux. Au début de l'année, le grand imam du Caire, une des plus hautes autorités de l'islam sunnite, avait rappelé son opposition à toute représentation du prophète, affirmant que cela rabaisserait son statut spirituel. Mais pour éviter toute critique, Majid Majidi a joué sur des effets spéciaux pour que le visage de Mahomet n'apparaisse jamais à l'écran.
Mahomet sortira ce mercredi dans plus de 140 salles en Iran. Il sera aussi en ouverture du Festival de films de Montréal ce jeudi, en espérant qu'il suscite l'intérêt des distributeurs européens. C'est la fin de cette émission. Betsabé Salem, Rudy Saada, merci pour votre participation. On se retrouve dès demain, même heure, même endroit. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et sur notre site internet au www.i24news.tv en français, en anglais et en arabe. Vous y retrouverez l'essentiel de l'actualité ainsi que la rediffusion de tous nos programmes. Restez avec nous, la suite de vos programmes dans un instant sur i24 News. Excellente journée à tous.